Sur Mataf Story, l'aventure commence. Des chroniques de vie, pleines d'émotions intenses. Chaque histoire est un voyage à explorer. Des récits uniques qui vont t'inspirer. Plonge dans l'univers, écoute le récit. Avec Mataf Story, chaque émoté fait l'infini. Abonne-toi, ne manque pas la magie. Des histoires qui parlent, qui nous réunissent ici. 1. Les premières années, des racines modestes à l'engagement politique. Ahmed Sékou Touré est né le 9 janvier 1922 dans une famille modeste d'ethnie malinké, à Farana, une petite ville située dans le sud-est de la Guinée, à une époque où le pays faisait encore partie de l'AOF, Afrique occidentale française. Ce contexte colonial a marqué toute sa jeunesse et influencé profondément sa vision politique. Petit-fils du célèbre Samori Touré, chef guerrier qui résista vaillamment à la pénétration coloniale française au XIXe siècle, Sékou Touré baigne dès son enfance dans les récits de résistance contre l'oppression coloniale. L'héritage de Samori Touré, qui avait fondé un empire s'étendant sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, a certainement influencé le jeune Sékou, le poussant à développer une conscience politique dès son plus jeune âge. Contexte familial et formation initiale. La famille de Sékou Touré n'était pas particulièrement riche, mais elle était très respectée en raison de ses racines. Son père, Alpha Touré, était un cultivateur, tandis que sa mère, Aminata Fadiga, gérait le foyer et veillait à l'éducation de ses enfants. Bien que vivant dans des conditions modestes, Sékou Touré bénéficie d'une éducation traditionnelle malinké, fondée sur les valeurs de respect, de solidarité et de résistance à l'injustice. Il montre très tôt un esprit curieux et indépendant, ce qui lui permet d'entrer à l'école française coloniale, un privilège rare pour les enfants africains de l'époque. Cependant, même dans le cadre scolaire, il est confronté aux inégalités flagrantes entre les colons et les populations locales. À l'école William Ponty, une école prestigieuse pour les futures élites africaines située au Sénégal, il est exposé à une éducation où l'accent est mis sur la supériorité de la culture française. Les écoles coloniales, à cette époque, étaient souvent des instruments de domination culturelle, visant à assimiler les Africains et à leur inculquer des valeurs européennes au détriment de leur propre culture. C'est à cette époque que Sékou Touré développe un fort ressentiment contre le système colonial. Expulsé de l'école pour avoir mené une grève étudiant contre les conditions déplorables d'enseignement, il quitte William Ponty avec une réputation de jeune homme rebelle et déterminé à lutter contre l'injustice. 2. L'engagement syndical, les premiers pas vers le leadership politique. Après son expulsion, Sékou Touré retourne en Guinée et commence à travailler dans les services postaux, un emploi typique des Africains au bas de l'échelle administrative coloniale. Ce travail, bien que modeste, lui permet de se rapprocher des ouvriers et des employés guinéens, qui subissaient à cette époque des conditions de travail très dures et une forte exploitation sous le régime colonial. Sékou Touré trouve dans le mouvement syndical un moyen de lutter contre ces injustices sociales et économiques. En 1945, il devient membre actif du syndicat des travailleurs des postes et télécommunications et, peu après, il rejoint la Confédération Générale du Travail, CGT, un puissant syndicat français qui jouait un rôle clé dans les luttes ouvrières en France et dans ses colonies. Grâce à ses compétences oratoires et son charisme naturel, Sékou Touré se hisse rapidement au rang de leader syndical. Il comprend que la lutte pour de meilleures conditions de travail ne peut être dissociée de la lutte plus large pour l'indépendance nationale. En 1953, il mène la première grande grève générale en Guinée, mobilisant les travailleurs pour exiger de meilleures conditions salariales et de travail. Cette grève, largement réussie, marque un tournant dans la carrière de Sékou Touré. Elle lui vaut à la fois l'admiration des travailleurs guinéens et la méfiance des autorités coloniales françaises, qui commencent à surveiller de plus près ses activités. 3. L'ascension politique, de leader syndical à chef du Parti démocratique de Guinée. Parallèlement à ses activités syndicales, Sékou Touré commence à s'impliquer plus activement dans la politique. En 1946, il rejoint le Rassemblement démocratique africain, RDA, un mouvement politique panafricaniste créé par des leaders africains comme Félix Houphouët-Boigny. Le RDA milite pour l'émancipation des colonies africaines de l'emprise coloniale française, en prônant une union des peuples africains face à la domination coloniale. Sékou Touré devient rapidement une figure de proue du Parti démocratique de Guinée, PDG, la branche guinéenne du RDA. Il comprend que la lutte syndicale doit être complétée par une lutte politique pour le contrôle des institutions et la souveraineté nationale. Sous sa direction, le PDG adopte une ligne de plus en plus radicale, appelant à l'indépendance immédiate et totale de la Guinée. Sékou Touré s'oppose à une grande partie des leaders africains de l'époque, qui prônaient une approche plus modérée vis-à-vis de la France. Certains, comme Félix Houphouët-Boigny,
préférait une autonomie interne progressive tout en maintenant des liens forts avec la France, notamment pour des raisons économiques et diplomatiques. Cependant, Sékou Touré refuse cette vision. Pour lui, la Guinée doit couper tout lien avec le colonisateur pour pouvoir se développer en tant que nation libre. 4. Le référendum de 1958, un choix audacieux pour l'indépendance ***. Le moment décisif de la carrière politique de Sékou Touré survient en 1958, lorsque Charles de Gaulle, alors président du Conseil en France, propose un référendum à toutes les colonies africaines françaises. Ce référendum offrait aux colonies deux choix, accepter de faire partie d'une nouvelle communauté française avec une autonomie interne, ou choisir l'indépendance immédiate, avec les risques que cela impliquait. Pour beaucoup de leaders africains, la proposition de Gaulle représentait une opportunité de négocier une transition en douceur vers une plus grande autonomie tout en maintenant des relations étroites avec la France. Mais pour Sékou Touré, c'était une question de principe. Il refuse l'idée de rester dans une relation de dépendance avec la France et appelle les Guinéens à voter « non » lors du référendum. C'est dans ce contexte qu'il prononce sa fameuse déclaration « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Le 28 septembre 1958, la Guinée vote massivement pour l'indépendance, devenant ainsi le premier pays de l'Afrique francophone à rompre totalement avec la France. Le 2 octobre 1958, Sékou Touré proclame l'indépendance de la Guinée et devient le premier président de la République de Guinée. 5. Les premières années d'indépendance, entre idéal panafricaniste et réalité économique. L'indépendance de la Guinée est accueillie avec enthousiasme non seulement par les Guinéens, mais aussi par de nombreux Africains et mouvements nationalistes à travers le continent. Sékou Touré devient immédiatement une figure emblématique du panafricanisme et de la lutte anti-impérialiste. Cependant, cette indépendance a un coût très élevé. En réponse au rejet de la communauté française, la France réagit de manière brutale. Tous les fonctionnaires français sont rappelés, les aides économiques coupées, et même des infrastructures sont démantelées, laissant la Guinée dans une situation économique extrêmement difficile. Pour Sékou Touré, cette crise économique est à la fois un défi et une opportunité. Convaincu que l'autonomie politique doit être accompagnée d'une autonomie économique, il met en place des réformes économiques radicales basées sur le socialisme. Il nationalise les industries clés, met en place des plans quinquennaux pour développer l'agriculture et l'industrie, et tente de collectiviser l'économie en suivant les modèles soviétiques et chinois. Cependant, ces politiques ne rencontrent pas toujours le succès escompté. Le manque d'infrastructures, l'isolement diplomatique et les sanctions économiques imposées par la France rendent difficile le développement rapide de l'économie guinéenne. Malgré cela, Sékou Touré continue de croire en sa vision d'une Guinée souveraine et autosuffisante, libre de toute influence extérieure. 6. Le régime autoritaire de Sékou Touré, centralisation du pouvoir et répression. Malgré son image de héros panafricaniste, le régime de Sékou Touré se transforme rapidement en un État autoritaire. Dès les premières années de son mandat, il centralise le pouvoir autour du Parti démocratique de Guinée, qui devient le seul parti autorisé. Le régime instaure une forme de parti unique, où toute opposition est sévèrement réprimée. Sékou Touré justifie cette centralisation du pouvoir en affirmant qu'une unité nationale forte est nécessaire pour protéger la Guinée des menaces extérieures et des divisions internes. Il craint que des forces contre-révolutionnaires, soutenues par des puissances coloniales ou impérialistes, tentent de déstabiliser le pays. Cette crainte n'est pas entièrement infondée, car plusieurs tentatives de coup d'État sont effectivement fomentées contre son régime, notamment en 1960 et 1970, souvent avec le soutien de puissances extérieures. 1. Introduction, le parcours de Lansana Conté avant la présidence. Origine et jeunesse, Lansana Conté est né en 1934 dans une famille modeste de l'ethnie Soussou, dans le village de Mousseya, en Basse-Guinée. Comme beaucoup de jeunes Africains de son époque, il a grandi dans un contexte marqué par le colonialisme français. Formation militaire et influence coloniale, enrôlé dans l'armée coloniale française, il participe à la guerre d'indépendance en Indochine, une expérience qui façonne sa perception des relations de pouvoir et des luttes d'indépendance. Ascension dans l'armée guinéenne après l'indépendance, 1958, après l'indépendance de la Guinée sous Ahmed Sékou Touré, Lansana Conté devient un militaire respecté et gravit les échelons jusqu'à devenir commandant en chef de l'armée guinéenne. 2. Le coup d'État de 1984, l'arrivée de Lansana Conté au pouvoir. La mort de Sékou Touré et la période de transition, en mars 1984, la Guinée se retrouve dans une période de grande incertitude après la mort soudaine d'Ahmed Sékou Touré. Le Premier ministre Louis Lansana Bivogui est pressenti pour lui succéder, mais une lutte pour le pouvoir éclate.
Le coup d'État militaire du 3 avril 1984, profitant de cette situation, Lansana Conté, alors colonel, prend le pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Il annonce la dissolution du Parti démocratique de Guinée, PDG, et instaure le Comité militaire de redressement national, CMRN, pour gouverner le pays. Les premières réformes du régime Conté, dès les premiers jours de son pouvoir, Conté promet une ère de libéralisation politique et économique, contrastant avec le régime autocratique de Sékou Touré. Il libère des prisonniers politiques, rétablit la liberté de la presse et dissout le camp Boiro, tristement célèbre pour ses tortures sous le régime précédent. 3. La consolidation du pouvoir et l'instauration d'un régime autoritaire. Passage d'un régime militaire à une présidence civile, 1993, après près de 10 ans de régime militaire, Conté se présente à l'élection présidentielle de 1993, qu'il remporte avec une large majorité, consolidant ainsi son pouvoir. L'émergence du Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, le PUP devient rapidement le parti dominant en Guinée, et Lansana Conté, en tant que président, utilise son influence pour maintenir un contrôle serré sur les institutions politiques du pays. Répression des opposants politiques, bien que Lansana Conté ait promis des réformes démocratiques, son régime devient de plus en plus autoritaire avec le temps. Les manifestations sont sévèrement réprimées, et des figures de l'opposition comme Alpha Condé, qui deviendra président en 2010, sont arrêtées. 4. Les politiques économiques de Lansana Conté, entre libéralisation et stagnation. Premières réformes économiques, au début de son règne, Conté s'efforce de libéraliser l'économie guinéenne en mettant fin aux politiques socialistes de son prédécesseur. Il ouvre la Guinée aux investissements étrangers, notamment dans le secteur minier, une des richesses principales du pays. Le secteur minier et l'exploitation de la bauxite, la Guinée possède les plus grandes réserves de bauxite au monde, et Lansana Conté s'appuie sur cette richesse pour attirer les multinationales, notamment américaines et européennes, à investir dans le pays. Corruption et mauvaise gestion. Malgré les réformes économiques, le régime de Conté est souvent critiqué pour sa mauvaise gestion des ressources naturelles. La corruption devient endémique, et les fonds publics sont détournés par les élites proches du pouvoir. Conséquences sociales et économiques, bien que l'économie guinéenne se soit ouverte, la majorité de la population continue de vivre dans la pauvreté. Les infrastructures demeurent sous-développées, et les services sociaux tels que l'éducation et la santé se détériorent sous le régime de Conté. 5. Les relations internationales sous Lansana Conté. Le positionnement de la Guinée en Afrique de l'Ouest, en tant que leader de la Guinée, Conté entretient des relations complexes avec ses voisins ouest-africains, notamment avec le Libéria et la Sierra Leone pendant les guerres civiles qui ravagent ces pays dans les années 1990. Alliance et isolationnisme, Lansana Conté joue la carte de l'alliance avec la France et les États-Unis pour sécuriser des financements et des appuis militaires, mais son régime est souvent isolé sur la scène internationale en raison de son autoritarisme et de la répression des droits de l'homme. La guerre civile en Sierra Leone et au Libéria, sous Lansana Conté, la Guinée joue un rôle clé en soutenant des groupes armés opposés au régime en place dans ces pays, notamment les forces d'ECOMOG, Economic Community of West African States Monitoring Group, une force de maintien de la paix régionale. Si la santé déclinante de Lansana Conté et la crise politique de la fin de son règne. Maladie chronique et absence prolongée, à partir du début des années 2000, la santé de Lansana Conté, déjà fragile, se détériore rapidement. Il souffre de diabète et d'autres maladies graves, mais refuse de céder le pouvoir ou d'organiser une véritable transition démocratique. Répression accrue et mécontentement populaire, au fur et à mesure que son état de santé se dégrade, le mécontentement populaire augmente. En janvier et février 2007, de grandes grèves générales éclatent à travers le pays pour protester contre le coût de la vie, la corruption et l'incapacité de Conté à gouverner. Répression violente des manifestations de 2007, le régime réagit violemment à ces manifestations, avec des centaines de morts et de nombreux blessés, ce qui renforce l'isolement politique du régime Conté sur la scène internationale. 7. La mort de Lansana Conté et le coup d'État militaire de 2008. Le décès de Lansana Conté, 22 décembre 2008, après des mois de rumeurs sur son état de santé, Lansana Conté meurt en fonction le 22 décembre 2008, laissant la Guinée dans une situation d'incertitude totale. Le coup d'État de Moussa Dadi Camara, à peine quelques heures après l'annonce de sa mort, une junte militaire dirigée par le capitaine Moussa Dadi Camara prend le pouvoir, suspendant la Constitution et promettant une transition rapide vers la démocratie, transition qui ne se réalisera pas sans heurts. 8. Héritage et postérité de Lansana Conté. Le bilan controversé, l'héritage de Lansana Conté est marqué par un bilan mitigé. D'un côté, il est reconnu pour avoir maintenu une certaine stabilité dans le pays,
évitant le chaos et les guerres civiles qui ont ravagé ses voisins. De l'autre, son régime est critiqué pour sa corruption, la répression des libertés, et son incapacité à moderniser l'économie guinéenne. La perception du peuple guinéen, pour une partie de la population, Lansana Conté reste un « père de la nation », tandis que pour d'autres, il est responsable de la stagnation et de l'isolement international de la Guinée. L'héritage politique, les années qui suivent la mort de Conté montrent que la Guinée continue de lutter pour une transition démocratique stable. Les tensions entre les militaires et les civils, ainsi que la faiblesse des institutions, sont en grande partie héritées du système mis en place sous son régime. 9. Conclusion. Lansana Conté a dirigé la Guinée pendant près d'un quart de siècle, et son règne a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du pays. Sa capacité à maintenir la stabilité dans un contexte ouest-africain chaotique est louée, mais son règne est également associé à la corruption, à l'autoritarisme et à l'échec des réformes sociales. Son décès en 2008 a ouvert la voie à une nouvelle ère d'instabilité en Guinée, marquée par des coups d'État militaires et des révoltes populaires, illustrant les défis auxquels le pays continue de faire face. Chronique sur Moussa Dadi Camara, un leader controversé de la Guinée. Moussa Dadi Camara, figure emblématique et controversée de l'histoire récente de la Guinée, est un homme dont l'ascension au pouvoir a suscité à la fois espoir et crainte, marquant profondément la trajectoire politique du pays. Officier militaire, il devient une figure centrale après la mort de Lansana Conté, président guinéen qui avait dirigé le pays pendant plus de 2 décennies. Cet article revient en détail sur la montée en puissance de Dadi Camara, les événements clés de son règne éphémère et son impact sur l'avenir politique de la Guinée. Jeunesse et carrière militaire. Moussa Dadi Camara est né le 1er janvier 1964 à Koulé, dans la région forestière de Nzérékoré, en Guinée. Issu de l'ethnie Kapel, une des minorités ethniques du pays, son origine régionale aura un rôle important dans son parcours politique, dans un pays où la question ethnique a toujours pesé sur la politique nationale. Après ses études primaires et secondaires, Camara a poursuivi une carrière militaire. Il est formé en Guinée mais également à l'étranger, notamment en Allemagne où il suit des formations militaires spécialisées en logistique et en gestion des ressources. Ce passage à l'étranger lui confère une certaine expertise et lui permet de grimper les échelons de l'armée guinéenne. 2. L'ascension au pouvoir après la mort de Lansana Conté. Lansana Conté, président autocratique de la Guinée, décède en décembre 2008 après avoir régné pendant 24 ans. Son décès plonge le pays dans une incertitude politique. La Guinée, depuis son indépendance en 1958 sous la direction de Sékou Touré, a toujours eu une relation difficile avec la démocratie, oscillant entre régimes autoritaires et périodes de crise politique. C'est dans ce contexte de vide du pouvoir que le capitaine Moussa Dadi Camara, alors chef de la logistique de l'armée, prend le contrôle du pays à la tête d'un groupe de jeunes officiers. Le 23 décembre 2008, le lendemain de la mort de Conté, Dadi Camara annonce à la télévision nationale la création du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, un organe de transition censé guider la Guinée vers une nouvelle ère démocratique. Ce coup d'État est accueilli avec une certaine approbation par la population, épuisée par des années de mauvaise gestion et de corruption sous Conté. Dadi Camara promet des réformes, la lutte contre la corruption et la tenue d'élections libres et transparentes, affirmant qu'il ne se présenterait pas comme candidat. Ces premières déclarations susciteront de l'espoir parmi une population frustrée par des décennies de répression et de pauvreté. 3. Un règne marqué par des dérives autoritaires. Cependant, très vite, le régime de Dadi Camara montre des signes inquiétants. Bien que présenté comme une figure de changement, il commence à concentrer le pouvoir entre ses mains et à mettre en place une gouvernance autocratique. Son style de leadership est marqué par des apparitions publiques imprévisibles et théâtrales, souvent teintées de populisme. En quelques mois, il devient une figure autoritaire, s'entourant de fidèles et usant de la répression contre ceux qui osent s'opposer à son régime. Le 28 septembre 2009 marque un tournant dans son règne. Ce jour-là, des milliers de personnes se rassemblent dans un stade à Conakry, la capitale, pour protester contre la possible candidature de Dadi Camara aux élections présidentielles. Bien que ce dernier ait initialement promis de ne pas se présenter, des rumeurs circulent selon lesquelles il envisagerait de revenir sur sa promesse. Ce qui devait être une manifestation pacifique tourne au massacre lorsque les forces de sécurité ouvrent le feu sur la foule. Selon les estimations, plus de 150 personnes sont tuées, des centaines d'autres blessées et des femmes sont victimes de viols en plein jour. Ce massacre du 28 septembre provoque un tollé international et jette une ombre sur le régime de Camara, qui est alors accusé de crimes contre l'humanité. Les pressions internationales s'accentuent,
et la communauté internationale, à travers l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, condamnent fermement cet acte de violence. 4. Tentative d'assassinat et éviction du pouvoir. Quelques mois après le massacre, Dadi Camara subit une tentative d'assassinat orchestrée par l'un de ses proches collaborateurs, l'ancien chef de la garde présidentielle, Aboubacar Toumba Diakité, en décembre 2009. Blessé à la tête, Camara est évacué au Maroc pour des soins médicaux. Durant son absence, le pouvoir est confié au général Sekouba Konaté, son second dans le CNDD. Cette période marque le début de la fin du règne de Camara. Bien qu'il survive à l'attentat, il ne reviendra jamais à la tête de l'État. Sous la pression de la communauté internationale et des forces politiques guinéennes, une transition est amorcée, dirigée par Konaté, qui organise finalement les élections présidentielles de 2010. Dadi Camara, quant à lui, est contraint à l'exil au Burkina Faso. Bien qu'il continue à jouir d'un certain soutien parmi une partie de la population guinéenne, son exil marque un tournant dans sa carrière politique. L'héritage de Dadi Camara, entre réforme et violence. Moussa Dadi Camara laisse un héritage contrasté en Guinée. D'un côté, il a incarné l'espoir d'un changement, notamment en rompant avec le régime vieillissant de Lansana Conté. Son discours populiste et ses promesses de réforme ont su séduire une population lassée de la corruption et de la stagnation économique. Cependant, ces dérives autoritaires, symbolisées par le massacre du 28 septembre 2009, ont largement terni son image. Ce jour restera gravé dans l'histoire du pays comme l'un des épisodes les plus sombres. En dépit de son discours initial sur la démocratie, son règne a démontré une incapacité à réformer véritablement le pays ou à instaurer une véritable transition vers une gouvernance démocratique. 6. Le retour sur la scène politique. Après plusieurs années d'exil, Dadi Camara tente un retour en politique en 2015, cette fois en tant que civil. Il annonce sa candidature aux élections présidentielles, mais il est rapidement écarté du processus électoral. Sa tentative de revenir sur la scène politique est perçue par beaucoup comme une menace, tant son image reste associée aux événements tragiques de 2009. Par ailleurs, la justice internationale continue de le poursuivre pour son rôle dans le massacre du 28 septembre, bien que les procédures judiciaires prennent du temps à aboutir. Les autorités guinéennes, sous la pression de la société civile et des organisations internationales, ont promis de rendre justice aux victimes, mais jusqu'à aujourd'hui, peu d'avancées concrètes ont été réalisées. Cette conclusion, une figure controversée de la Guinée moderne. Moussa Dadi Camara reste une figure ambiguë dans l'histoire de la Guinée. Sa montée rapide au pouvoir, ses promesses initiales de réforme et son style populiste ont séduit de nombreux Guinéens, fatigués de décennies de gouvernance corrompue et incompétente. Cependant, sa gestion autoritaire du pouvoir et son implication dans des violations des droits humains ont terni son image. La Guinée, depuis le départ de Dadi Camara, continue de faire face à des défis majeurs, la consolidation de la démocratie, la lutte contre la corruption et le développement économique. Si son règne a été bref, il a néanmoins marqué un tournant dans la politique guinéenne, en révélant les limites d'un système politique dominé par l'armée et en exacerbant les tensions ethniques et sociales dans le pays. Aujourd'hui, son nom reste lié aux espoirs déçus d'une transition politique et aux violences tragiques qui ont marqué son court passage à la tête de la Guinée. Pour beaucoup, Moussa Dadi Camara symbolise à la fois l'aspiration à un renouveau politique et les dangers des dérives autoritaires. Chronique, Sekouba Konaté, l'homme des transitions. Introduction. Sekouba Konaté, une figure centrale de l'histoire récente de la Guinée, a joué un rôle déterminant dans les transitions politiques du pays. Militaire de carrière, cet officier supérieur a marqué son passage à la tête de la junte militaire guinéenne par sa gestion des crises qui ont jalonné la période post-Conté. L'histoire de Konaté ne se limite pas seulement à la Guinée, ses interventions dans divers processus de médiation en Afrique de l'Ouest et son rôle au sein de l'Union africaine démontrent l'étendue de son influence. Sekouba Konaté incarne un personnage complexe, militaire rigide d'une part, mais pragmatique et ouvert au dialogue d'autre part. Son parcours illustre les dynamiques internes du pouvoir en Afrique de l'Ouest, un équilibre délicat entre autoritarisme, aspiration démocratique et nécessité de maintenir l'ordre. Enfance et formation militaire. Né le 6 juin 1964 à Conakry, dans une Guinée alors dirigée par le régime socialiste de Sékou Touré, Sekouba Konaté grandit dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il s'intéresse à la carrière militaire, inspiré par le contexte national de décolonisation et de lutte pour l'indépendance en Afrique. La Guinée, indépendante depuis 1958, est marquée par un régime autoritaire sous la direction de Touré,
où le militarisme tient une place importante dans la structuration de l'État. Sekouba Konaté rejoint l'armée guinéenne à un jeune âge et gravit rapidement les échelons grâce à ses compétences et sa discipline. Il intègre des écoles militaires prestigieuses en Afrique, notamment au Maroc, où il se forme dans l'art de la guerre. Il se spécialise dans les unités de parachutistes, ce qui lui vaut plus tard le surnom de « Tigre ». Cette formation militaire, tant nationale qu'internationale, forge en lui une rigueur martiale et une vision stricte du pouvoir, tout en lui permettant de comprendre les dynamiques géopolitiques complexes de la région. 2. L'ère Lansana Conté et l'ascension de Konaté. Le général Lansana Conté, arrivé au pouvoir en Guinée après un coup d'État en 1984, gouverna le pays d'une main de fer pendant plus de 2 décennies. Au sein de cette dictature militaire, Sekouba Konaté continua de progresser dans l'appareil militaire. Conté s'appuyait largement sur ses proches et les forces armées pour maintenir son régime face à l'opposition politique et aux aspirations démocratiques qui montaient dans le pays. Konaté, lui, se bâtissait une réputation d'officier loyal, discipliné et redoutable. En tant que commandant des troupes d'élite, Sekouba Konaté fut impliqué dans plusieurs missions de maintien de l'ordre, notamment lors des soulèvements populaires contre le régime. Sa réputation de « tigre » lui permet d'obtenir une certaine notoriété parmi les élites militaires guinéennes, mais aussi une crainte et un respect qui le placent à un poste de choix pour de futures ambitions. La mort de Lansana Conté en 2008 ouvre une période de grande incertitude politique en Guinée. Le pays, déjà fragilisé économiquement, socialement et politiquement, est au bord du chaos. C'est dans ce contexte que la carrière de Sekouba Konaté prend un tournant décisif. 3. Le coup d'État de 2008 et le rôle clé de Sekouba Konaté. Le 23 décembre 2008, à la mort de Lansana Conté, une junte militaire menée par le capitaine Moussa Dadi Camara prend le pouvoir. Le Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, se présente comme une réponse aux aspirations de changement du peuple guinéen. Parmi les figures clés de ce coup d'État se trouve Sekouba Konaté, nommé ministre de la Défense. Le rôle de Konaté dans cette période est ambivalent. S'il fait partie des putschistes, il se distingue rapidement par une certaine retenue face aux actions parfois imprévisibles de Dadi Camara. Ce dernier, charismatique mais souvent perçu comme erratique, domine la scène politique, mais Sekouba Konaté se positionne en coulisses comme un acteur plus pondéré et modéré. L'événement marquant de cette période est sans doute le massacre du 28 septembre 2009, lorsque les forces armées guinéennes répriment dans le sang une manifestation pacifique dans un stade de Conakry. Plus de 150 personnes sont tuées et des centaines d'autres blessées. Cet épisode ternit l'image de la junte, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Sekouba Konaté, bien qu'il soit le ministre de la Défense, parvient à se démarquer de la répression directe, ce qui lui permet de maintenir une certaine légitimité aux yeux de la communauté internationale. 4. Transition vers le pouvoir, le rôle central de Sekouba Konaté. Le tournant décisif pour Sekouba Konaté arrive fin 2009. Le 3 décembre de cette année, Moussa Dadi Camara est grièvement blessé dans une tentative d'assassinat perpétrée par son aide de camp, le lieutenant Aboubacar Toumba Diakité. Cet événement plonge la junte dans le désarroi. Dadi Camara est évacué au Maroc pour y recevoir des soins, laissant ainsi un vide de pouvoir à Conakry. C'est à ce moment que Sekouba Konaté, alors vice-président du CNDD et ministre de la Défense, assume la direction de la junte. Contrairement à son prédécesseur, Konaté affiche rapidement une volonté de calmer les tensions et de gérer la transition vers un régime civil. Il engage des discussions avec l'opposition et accepte de tenir des élections libres, une première depuis l'indépendance du pays. Sa posture mesurée est saluée tant par la population guinéenne que par la communauté internationale, en particulier par l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies. Sekouba Konaté joue ainsi un rôle de pacificateur. Son pragmatisme, et sans doute sa volonté d'éviter une guerre civile ou une intervention internationale, le pousse à initier un dialogue national inclusif. Sous sa direction, la Guinée organise des élections en 2010, marquant la première transition démocratique du pays. Alpha Condé, opposant historique, est élu président lors de ces élections. L'héritage de Sekouba Konaté, un homme de transition. Le nom de Sekouba Konaté reste associé à la stabilité de la transition guinéenne post-Conté. Sa décision de ne pas se maintenir au pouvoir, contrairement à beaucoup de leaders de junte en Afrique, lui vaut une certaine admiration. De nombreux observateurs estiment que sa gestion de la transition a permis d'éviter à la Guinée de sombrer dans une guerre civile ou un chaos prolongé. Cependant, l'héritage de Sekouba Konaté n'est pas sans zone d'ombre. Ses années au ministère de la Défense,
sa position au sein de la junte lors du massacre du stade de Conakry, et les violences perpétrées par les forces armées sous son commandement continuent de susciter des débats. Malgré cela, après son départ de la scène politique guinéenne, Sékouba Konaté demeure une figure de médiation en Afrique. Il est nommé au représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation de la force africaine en attente, un projet destiné à doter l'Afrique d'une capacité militaire commune pour gérer les crises régionales. Son expérience de gestion des crises politiques et militaires, ainsi que son pragmatisme, lui permettent d'occuper une place importante dans les discussions sur la paix et la sécurité en Afrique. 6. Les défis de la démocratisation en Guinée après Konaté. Si Sékouba Konaté a réussi à mener la Guinée à une transition démocratique, la suite de l'histoire du pays montre que les défis structurels n'ont pas été résolus pour autant. Les élections de 2010 ont permis à Alpha Condé de prendre le pouvoir, mais les problèmes de corruption, de pauvreté, et de gestion des ressources naturelles restent des pierres d'achoppement pour la consolidation de la démocratie. Alpha Condé lui-même, après avoir été réélu en 2015, modifie la Constitution pour se présenter à un troisième mandat, ce qui ravive les tensions politiques et sociales dans le pays. La situation post-Konaté montre que, si la transition politique a été menée à bien, les fragilités institutionnelles et la tentation autoritaire restent profondément ancrées dans la vie politique guinéenne. Conclusion. Sékouba Konaté a joué un rôle déterminant dans l'histoire moderne de la Guinée. Homme de pouvoir, militaire de carrière, mais aussi stratège politique, il a su naviguer dans des eaux troubles pour permettre à son pays de connaître sa première transition démocratique. Son pragmatisme et son sens du devoir l'ont amené à éviter les excès qui ont marqué d'autres transitions militaires en Afrique. Toutefois, l'histoire de Konaté, comme celle de nombreux leaders africains, reste marquée par la complexité des enjeux politiques, où la ligne entre autoritarisme et démocratie est souvent ténue. Si la Guinée est aujourd'hui un pays démocratique, c'est en partie grâce aux efforts de cet homme du sérail militaire qui a su, à un moment critique, se placer du côté de l'avenir plutôt que de celui du statu quo. Alpha Condé, chronique d'une figure clé de la Guinée post-indépendance. Introduction. Alpha Condé est une figure incontournable de la politique guinéenne et africaine. Né le 4 mars 1938 à Bokeh, en Guinée, il a consacré une grande partie de sa vie à la lutte pour l'émancipation de son pays et à la démocratie. Son parcours est marqué par des périodes d'exil, d'opposition, de prison et enfin de pouvoir. Condé a été le premier président démocratiquement élu de Guinée en 2010, après plus de 50 ans de régimes autoritaires. Cette chronique de 5000 mots plonge dans son enfance, son engagement politique, son accession à la présidence, et les controverses qui ont entouré sa gouvernance, avant de finir sur sa chute en 2021 à travers un coup d'État militaire. Jeunesse et éducation, aux sources d'un engagement. Alpha Condé est né dans une famille de commerçants dans la région de Bokeh, une ville portuaire située dans la partie ouest de la Guinée. Très tôt, il fut témoin des luttes anticoloniales qui animaient l'Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée, où Sékou Touré, un leader charismatique, mena le pays à l'indépendance en 1958. La jeunesse de Condé a été marquée par cette soif de liberté et de justice sociale, un sentiment qui a profondément influencé sa carrière politique. À l'âge de 15 ans, il quitte la Guinée pour la France, où il poursuivit des études à Paris. Condé s'inscrivit à la Sorbonne, où il obtint une licence en droit et un diplôme en sciences politiques. C'est en France qu'il fit ses premiers pas dans la vie politique, devenant un fervent militant pour la cause panafricaine et contre les régimes autoritaires qui émergeaient sur le continent après les indépendances. Durant cette période, Condé devient membre de plusieurs associations étudiantes africaines en France, militant pour l'émancipation des peuples africains et dénonçant les dictatures qui s'installaient en Afrique de l'Ouest, en particulier en Guinée sous la férule de Sékou Touré. 2. Engagement politique et exil. Condé s'opposa dès le début au régime de Sékou Touré, qui avait instauré un gouvernement autoritaire après l'indépendance. Il critiqua la répression politique, les atteintes aux droits humains et la gestion économique de Touré. En raison de ses positions politiques, il fut contraint à l'exil en France pendant de nombreuses années. C'est durant cette période qu'Alpha Condé forgea son identité politique en tant qu'opposant à la dictature et partisan d'une démocratie multipartite. Il devint une figure de proue des mouvements d'opposition guinéens en exil. Ses critiques acerbes à l'égard des régimes autoritaires en place en Afrique lui valurent une certaine reconnaissance internationale, mais aussi une surveillance rapprochée des services de renseignement guinéens et français. En 1977, Condé crée le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, un parti politique qui se voulait une alternative aux dictatures militaires qui se succédaient dans son pays. Le RPG,
avec son idéologie socialiste et panafricaine, proposait une refonte des institutions politiques de la Guinée, en mettant en avant des réformes économiques basées sur la justice sociale, ainsi qu'un retour à une démocratie représentative. Condé continua d'être un fervent critique du régime de Sékou Touré jusqu'à la mort de ce dernier en 1984. Cependant, même après la disparition de Touré, Condé resta en exil, car le nouveau régime militaire dirigé par Lansana Conté n'offrait guère plus d'ouverture démocratique. Pendant près de 2 décennies, Alpha Condé mena une vie de dissidence politique depuis la France, où il resta un acteur clé de l'opposition guinéenne. 3. Lutte pour la démocratie et retour en Guinée. La chute du régime de Sékou Touré en 1984, suivie de l'instauration du régime militaire de Lansana Conté, n'apporta guère d'espoir pour la démocratisation du pays. Alpha Condé resta une figure d'opposition, plaidant pour l'avènement d'un état de droit en Guinée. Cependant, le régime de Conté n'offrit aucune ouverture politique significative. Le pouvoir demeurait concentré dans les mains de l'armée, et toute contestation politique était réprimée. C'est seulement dans les années 1990, sous la pression internationale et les appels à des réformes, que le régime de Conté commença à adopter des mesures d'ouverture. En 1993, Lansana Conté organisa des élections présidentielles, marquant ainsi le retour officiel d'Alpha Condé en Guinée après des années d'exil. Condé se porta candidat pour ses premières élections multipartites, mais le processus fut largement entaché de fraude et d'irrégularités, et Conté remporta une victoire contestée. Condé continua cependant à s'implanter dans le paysage politique guinéen, bâtissant un réseau de soutien à travers son parti, le RPG. La popularité croissante de Condé fut perçue comme une menace par le régime de Conté. En 1998, à l'occasion d'une nouvelle élection présidentielle, Condé fut arrêté, accusé de complot contre l'État et incarcéré pendant 2 ans, ce qui provoqua un tollé international. Condé devint alors un symbole de la lutte pour la démocratie en Guinée, et sa détention renforça encore plus son aura auprès des opposants au régime. 4. L'accession à la présidence, un espoir pour la Guinée? Après des années d'opposition et de dissidence, Alpha Condé accède enfin à la présidence de la Guinée en 2010. Ce fut un moment historique pour le pays, car Condé devenait le premier président à être élu démocratiquement après plus de 50 ans de régimes autoritaires. La victoire de Condé suscita un immense espoir, tant au niveau national qu'international. La Guinée, riche en ressources naturelles, mais appauvrie par des décennies de mauvaise gouvernance, voyait en Condé un homme capable de mener à bien des réformes structurelles. Cependant, son accession au pouvoir ne se fit pas sans difficulté. Les élections de 2010 furent marquées par des violences ethniques et politiques, et la transition vers une gouvernance démocratique fut chaotique. Condé hérita d'un pays divisé, à la fois sur le plan ethnique et politique, et d'une économie en déliquescence, malgré ses importantes ressources naturelles, notamment dans le secteur minier. Durant ses premières années au pouvoir, Alpha Condé s'efforça de stabiliser le pays et de mettre en œuvre des réformes économiques. Son gouvernement signa plusieurs accords avec des multinationales pour exploiter les ressources minières du pays, notamment la bauxite, dont la Guinée détient les plus grandes réserves mondiales. Ces accords permirent d'attirer des investissements étrangers, mais Condé fut aussi accusé de corruption et de manque de transparence dans la gestion de ses ressources. Les controverses, la face cachée du pouvoir. Malgré un début prometteur, le mandat de Condé fut rapidement terni par des controverses. Si Condé se présentait comme un réformateur et un démocrate, son style de gouvernance devint de plus en plus autoritaire avec le temps. Les manifestations contre son régime furent réprimées violemment, et les accusations de violation des droits humains se multiplièrent. Une autre controverse majeure qui éclata sous la présidence de Condé fut liée à la modification de la Constitution en 2020, qui lui permit de briguer un 3e mandat, une manœuvre qui fut largement critiquée, aussi bien en Guinée qu'à l'international. Ce 3e mandat fut perçu par beaucoup comme une trahison des idéaux démocratiques pour lesquels Condé s'était battu durant toute sa carrière. Des manifestations de masse éclatèrent à travers le pays, et de nombreux opposants furent arrêtés ou tués lors des affrontements avec les forces de l'ordre. Condé justifia cette révision constitutionnelle par la nécessité de poursuivre les réformes qu'il avait initiées, mais cette décision fut largement perçue comme un coup de force pour rester au pouvoir. Le 3e mandat de Condé s'ouvrit donc dans un climat de tensions politiques et sociales extrêmes. Le coup d'État de 2021, fin d'une époque. Le 5 septembre 2021, la présidence d'Alpha Condé prit fin de manière brutale. Un groupe de militaires mené par le colonel Mamadi Doumbouya prit le pouvoir par la force, mettant fin à 11 années de règne d'Alpha Condé.
Ce coup d'État fut salué par une grande partie de la population guinéenne, lassée des abus de pouvoir et de la détérioration des conditions de vie sous Condé. Condé fut capturé par les putschistes et placé en résidence surveillée. La chute de Condé marqua un tournant dans l'histoire politique de la Guinée, mais elle suscita aussi des interrogations sur l'avenir du pays. Si Condé avait échoué à répondre aux attentes de la population, son éviction part. Un coup d'État remettait également en question l'avenir de la démocratie en Guinée. Conclusion. Le parcours d'Alpha Condé, de l'opposant charismatique au président controversé, illustre les complexités de la politique en Afrique de l'Ouest. Condé a incarné l'espoir de la démocratie et du changement, mais il s'est heurté aux réalités du pouvoir, tombant dans certains des mêmes travers qu'il avait combattus durant sa jeunesse. Sa présidence a été marquée par des réformes importantes, mais aussi par une dérive autoritaire qui a culminé avec son éviction violente du pouvoir. L'histoire d'Alpha Condé restera sans doute l'un des chapitres les plus fascinants et les plus complexes de l'histoire post-coloniale de la Guinée. Chronique sur Mamadi Doumbouya, une ascension militaire au cœur de la Guinée. Introduction. Mamadi Doumbouya est devenu un acteur clé de la scène politique guinéenne en septembre 2021, lorsque lui et son unité des forces spéciales ont pris le pouvoir en Guinée après un coup d'État militaire contre le président Alpha Condé. Figure énigmatique, ce colonel des forces armées, devenu président de la transition, incarne à la fois l'espoir et l'incertitude pour de nombreux Guinéens qui voient en lui un homme capable de rompre avec les dysfonctionnements politiques de la Guinée. Mais qui est réellement Mamadi Doumbouya, et comment en est-il arrivé à occuper une position aussi influente? Cette chronique explorera son parcours, ses motivations, ses actions à la tête du pays, ainsi que les défis auxquels il fait face en tant que chef d'État de transition. 1. Les origines de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est né en 1981 dans la région de Kankan, une ville située dans l'est de la Guinée. Cette région est historiquement importante car elle est le berceau de l'ethnie malinké, une des 3 principales ethnies du pays. La Guinée est un pays marqué par une diversité ethnique et régionale, où les tensions entre ces groupes ont souvent été exacerbées par les luttes politiques. Le fait que Doumbouya soit issu de cette région a certainement joué un rôle dans son ascension, même si son parcours dépasse largement les frontières de la Guinée. Dès son plus jeune âge, Doumbouya manifeste un intérêt pour l'armée et la discipline militaire. Sa passion pour les affaires militaires le pousse à s'engager dans les forces armées guinéennes, où il commence sa formation de base. Très vite, il se fait remarquer pour son sérieux et son aptitude au commandement. 2. Une carrière militaire marquée par l'excellence. Après son entrée dans l'armée, Mamadi Doumbouya suit plusieurs formations militaires avancées dans des pays étrangers. Parmi celles-ci, il bénéficie d'une formation en France, à l'école de guerre, ainsi qu'une formation spécialisée en Israël, au Sénégal et au Gabon, où il acquiert des compétences précises dans les opérations spéciales. Il est également formé en Allemagne, où il a suivi des stages sur le maintien de la paix et la gestion des crises. Ce parcours international lui permet de développer une solide expérience militaire, ainsi qu'une bonne compréhension des dynamiques de sécurité dans différentes régions du monde. En 2018, le président guinéen Alpha Condé nomme Doumbouya à la tête du groupement des forces spéciales, GFS, une unité d'élite nouvellement créée au sein de l'armée guinéenne. Ce groupe, destiné à lutter contre le terrorisme et à assurer la sécurité de l'État, est composé de militaires d'élite triés sur le volet, capables de mener des opérations complexes. Sous le commandement de Doumbouya, le GFS gagne en prestige et en efficacité. Cependant, ce poste met également Doumbouya dans une position délicate. D'un côté, il est loyal envers le président Condé qui l'a nommé, mais de l'autre, il devient progressivement un acteur central dans les forces armées, un domaine où les ambitions personnelles peuvent facilement entrer en collision avec les intérêts du pouvoir en place. 3. Le contexte politique en Guinée avant le coup d'État. Avant de s'attarder sur le coup d'État de 2021, il est essentiel de comprendre le contexte politique dans lequel il s'inscrit. Alpha Condé, élu président pour la première fois en 2010, puis réélu en 2015, était considéré par beaucoup comme un dirigeant autoritaire dans ses dernières années au pouvoir. Lorsqu'il modifie la Constitution pour briguer un 3e mandat en 2020, cette décision déclenche une vague de manifestations et de mécontentement à travers le pays. La société civile guinéenne, de même que l'opposition, dénonce cette manœuvre comme un accaparement du pouvoir. Les élections présidentielles de 2020 sont marquées par des accusations de fraude et de violence. Bien que Condé remporte officiellement le scrutin, son mandat est contesté, et la légitimité de son régime est sérieusement ébranlée. C'est dans ce climat de méfiance et d'instabilité que se développe la figure de Mamadi Doumbouya, jusque-là discret mais de plus en plus influent au sein de l'armée.
4. Le coup d'État du 5 septembre 2021. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya et ses forces spéciales prennent d'assaut le palais présidentiel à Conakry et arrêtent Alpha Condé. Ce coup d'État est accueilli avec un mélange de surprise et d'approbation par une grande partie de la population guinéenne, épuisée par des années de corruption, de mauvaise gouvernance et de répression sous Condé. Dans son premier discours après la prise de pouvoir, Doumbouya justifie le coup d'État en évoquant la situation critique de la Guinée. « Nous n'allons plus confier la politique à un homme, nous allons la confier au peuple. » Il dénonce la corruption endémique, l'injustice et le manque de réformes démocratiques. Il affirme que l'armée a pris ses responsabilités pour remettre le pays sur la voie du progrès. L'ascension rapide de Doumbouya sur la scène politique guinéenne, de commandant militaire à chef d'État, est notable. Il promet une transition vers un gouvernement civil, sans toutefois préciser la durée de cette période. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la communauté internationale condamnent le coup d'État, exigeant la libération de Condé et le retour à l'ordre constitutionnel. Toutefois, Doumbouya semble déterminé à suivre son propre calendrier pour la transition. 5. Les premiers mois au pouvoir, réformes et défis. Après avoir pris le pouvoir, Mamadi Doumbouya met rapidement en place un Conseil national de la transition, CNT, composé de civils et de militaires, chargé de rédiger une nouvelle constitution et de superviser le processus de transition. Le CNT est censé représenter une diversité d'acteurs politiques et sociaux, bien que certaines critiques dénoncent un manque de transparence et d'inclusivité dans sa composition. Doumbouya lance également plusieurs initiatives pour lutter contre la corruption. Il suspend les fonctionnaires accusés de détournement de fonds publics et ordonne des audits dans de nombreux secteurs de l'administration publique. Ces mesures sont bien accueillies par une grande partie de la population, qui voit en lui un dirigeant capable de rompre avec les pratiques du passé. Cependant, ces réformes s'accompagnent de nombreux défis. Sur le plan économique, la Guinée continue de dépendre fortement de ses ressources naturelles, notamment de la bauxite, dont elle est l'un des principaux producteurs mondiaux. L'instabilité politique a un impact négatif sur les investissements étrangers, et la question de savoir si Doumbouya peut maintenir la stabilité économique tout en naviguant les complexités de la transition reste en suspens. 6. Un chef militaire face à la complexité politique. En tant que militaire de formation, Mamadi Doumbouya est habitué à la discipline et aux structures hiérarchiques, mais gouverner un pays implique de jongler avec des intérêts variés, des compromis et une pression internationale constante. Si Doumbouya a réussi à prendre le pouvoir, il doit maintenant prouver qu'il peut gérer la transition démocratique sans tomber dans les écueils des régimes militaires précédents. L'une des critiques récurrentes à l'encontre des régimes de transition dirigés par des militaires est qu'ils ont tendance à s'éterniser au pouvoir. En Guinée, où la démocratie reste fragile et où la population est lassée des promesses non tenues, Doumbouya devra montrer qu'il est capable de passer le relais à un gouvernement civil dans un délai raisonnable. Le calendrier de la transition, qui reste flou, est donc une source d'inquiétude pour de nombreux observateurs. 7. Les relations internationales sous Doumbouya. Sur la scène internationale, Mamadi Doumbouya doit également naviguer des relations complexes. Si la CEDEAO a sanctionné la Guinée après le coup d'État, Doumbouya a cherché à rétablir les liens avec les pays voisins et les organisations internationales. Il a plaidé pour une reconnaissance des réalités politiques de la Guinée et pour un soutien à la transition en cours. Il est également intéressant de noter que la Guinée, sous Doumbouya, a renforcé ses relations avec certaines puissances étrangères, notamment la Russie et la Chine, qui ont des intérêts économiques importants dans le secteur minier guinéen. Cependant, cette ouverture vers l'Est doit être équilibrée avec les relations traditionnelles de la Guinée avec les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis. 8. L'avenir incertain de la Guinée sous Doumbouya. La question centrale pour l'avenir de la Guinée reste celle de la transition vers un gouvernement civil démocratiquement élu. Mamadi Doumbouya s'est engagé à organiser des élections et à restaurer l'ordre constitutionnel, mais il n'a pas encore fixé de date précise pour ces élections. Le CNT travaille sur une nouvelle constitution, mais les détails du processus restent flous. Ce qui suscite des inquiétudes quant à la durée de la transition et à l'engagement réel de Doumbouya envers la démocratie. Par ailleurs, Doumbouya devra faire face à des pressions internes croissantes, notamment de la part de l'opposition politique et de la société civile, qui attendent des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. La lutte contre la corruption, bien qu'essentielle, doit être accompagnée de réformes économiques pour relancer la croissance et créer des emplois, notamment pour les jeunes, qui représentent une grande partie de la population guinéenne. Conclusion. Mamadi Doumbouya est un leader militaire qui a su, à un moment charnière de l'histoire de la Guinée,
s'imposer comme une figure de transition. Toutefois, il se trouve maintenant à la croisée des chemins, il doit prouver qu'il est capable de guider son pays vers un avenir démocratique tout en maintenant la stabilité politique et économique. Ses actions au cours des prochaines années détermineront si son coup d'État marque le début d'une ère de changement positif pour la Guinée ou s'il s'inscrira dans la lignée des transitions militaires qui ont échoué à transformer durablement le pays. Chronique sur Louis Lansana Bivogui, 1923 à 1984. Introduction. Louis Lansana Bivogui est une figure centrale de l'histoire politique de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. Né le 28 décembre 1923 à Massanta, dans une région forestière du sud-est de la Guinée, il a joué un rôle crucial dans les premières décennies de l'indépendance guinéenne, notamment en tant que Premier ministre sous le régime du président Ahmed Sékou Touré. Médecin de formation, diplomate respecté et homme d'État influent, Bivogui a été une voix importante pour la Guinée et l'Afrique sur la scène internationale, tout en ayant une carrière politique souvent marquée par les défis internes au sein de son propre pays. Contexte historique et jeunesse. Louis Lansana Bivogui a grandi dans un contexte colonial où la Guinée faisait encore partie de l'Afrique occidentale française, AOF. Fils d'une famille modeste, il accéda à l'éducation, chose peu courante pour un Africain de son époque, surtout dans une colonie française. Après des études primaires et secondaires, il réussit à obtenir une bourse pour suivre des études supérieures en France. Son parcours académique en médecine lui permit de devenir l'un des premiers médecins guinéens formés dans les universités françaises. En France, Bivogui fut non seulement marqué par sa formation médicale mais aussi par les idées politiques qui circulaient alors en Europe dans les années 1940 et 1950, notamment celles relatives à l'indépendance des colonies. Il retourna en Guinée à la fin de ses études, armé non seulement de connaissances médicales, mais également d'une forte conscience politique, ce qui le prédisposait à devenir un acteur influent dans la lutte pour l'indépendance. L'entrée en politique et la lutte pour l'indépendance. À son retour en Guinée, Bivogui s'impliqua activement dans la vie politique de son pays, rejoignant le Parti démocratique de Guinée, PDG, une branche locale du Rassemblement démocratique africain, RDA, un mouvement pan-africain fondé par Félix Houphouët-Boigny, qui militait pour l'autonomie et l'émancipation des peuples africains sous domination coloniale. Le PDG, dirigé par Ahmed Sékou Touré, allait devenir l'outil principal de la lutte pour l'indépendance en Guinée. En tant que membre influent du PDG, Bivogui joua un rôle dans la campagne pour le « non » lors du référendum de 1958, organisé par le général de Gaulle dans les colonies françaises d'Afrique. Alors que la majorité des colonies africaines choisissaient de rester dans la communauté française en votant « oui », la Guinée fut le seul pays à rejeter cette option. Le « non » guinéen ouvrit la voie à l'indépendance immédiate du pays le 2 octobre 1958. Ce choix fut salué par les nationalistes africains mais conduisit à une rupture brutale avec la France, qui quitta la Guinée en emportant tout son équipement administratif et technique, plongeant le jeune pays dans une situation économique et diplomatique difficile. Ascension dans le gouvernement guinéen. Après l'indépendance, Bivogui devint un pilier du nouveau gouvernement guinéen dirigé par Sékou Touré. En tant que médecin et intellectuel respecté, il fut nommé ministre de la Santé et des Affaires sociales. Dans ce poste, il fut responsable de la réorganisation du système de santé guinéen, l'un des nombreux défis auxquels le pays devait faire face après le départ des techniciens et des fonctionnaires français. Sous le régime de Sékou Touré, Bivogui démontra son habileté non seulement dans la gestion des affaires intérieures mais aussi sur la scène internationale. En 1961, il fut nommé ministre des Affaires étrangères, un poste qu'il occupa pendant plusieurs années. En tant que chef de la diplomatie guinéenne, Bivogui joua un rôle clé dans l'établissement des relations entre la Guinée et les autres États africains nouvellement indépendants, ainsi qu'avec les pays du bloc de l'Est, en pleine guerre froide. La politique étrangère de la Guinée sous Touré, et en partie façonnée par Bivogui, était clairement alignée sur les mouvements anticolonialistes et tiers-mondistes. La Guinée fut l'un des premiers pays africains à établir des relations diplomatiques avec l'Union soviétique et la Chine, ce qui reflétait une volonté d'affirmer une indépendance totale vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et de l'Occident en général. Bivogui contribua à la mise en place de cette diplomatie de non-alignement, tout en consolidant les liens de solidarité avec d'autres nations africaines luttant pour leur propre indépendance. Un acteur international influent. Grâce à sa position de ministre des Affaires étrangères, Louis Lansana Bivogui devint une figure reconnue sur la scène internationale. Il représenta la Guinée lors de nombreuses conférences internationales et fut actif au sein des organisations panafricaines. Il prit part à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, où il participa à plusieurs initiatives visant à renforcer la solidarité entre les États africains.
Ses compétences diplomatiques lui valurent d'être respecté tant par les pays du bloc de l'Est que ceux du bloc occidental, bien que la Guinée fût perçue comme étant plus proche de l'Union soviétique et de la Chine. Bivogui contribua également à renforcer les relations de la Guinée avec d'autres États africains indépendants comme le Ghana sous Kwame Nkrumah et l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, qui partageaient une vision panafricaine du continent. Il participa activement à l'élaboration d'une politique de coopération et de solidarité entre les États africains, plaidant pour l'autosuffisance économique et la non-ingérence dans les affaires intérieures des nations africaines. L'un de ces moments marquants fut sa participation active dans les forums internationaux lors desquels il prônait le respect de l'indépendance des jeunes nations africaines et dénonçait le néocolonialisme, une nouvelle forme d'ingérence perçue des anciennes puissances coloniales. Le rôle dans le gouvernement guinéen. En 1972, Louis Lansana Bivogui fut nommé Premier ministre de Guinée par Ahmed Sékou Touré, devenant ainsi le premier à occuper officiellement ce poste depuis l'indépendance du pays. Ce titre reflétait la confiance que Sékou Touré avait en lui, mais aussi l'étendue de ses responsabilités dans la gestion des affaires courantes du pays. En tant que Premier ministre, Bivogui fut chargé de superviser les politiques économiques et sociales de la Guinée, dans un contexte de centralisation autoritaire et de monopole du PDG sur la vie politique du pays. Le régime de Sékou Touré, marqué par un autoritarisme croissant et une répression politique sévère, se traduisait par des purges fréquentes au sein du parti et de l'appareil d'État. Bivogui, bien que fidèle au président, dut naviguer dans un climat politique souvent instable, marqué par la méfiance et les accusations de complot. Le régime avait également pris une orientation socialiste forte, avec une gestion centralisée de l'économie et un contrôle rigide sur les ressources du pays, ce qui conduisit à des difficultés économiques croissantes, notamment au niveau de l'agriculture et de l'industrie. En dépit des défis, Bivogui réussit à maintenir une certaine stabilité au sein de l'administration et joua un rôle clé dans la gestion des affaires courantes. Cependant, à mesure que les difficultés économiques augmentaient et que la répression politique s'intensifiait, la popularité du régime diminua, y compris celle de Bivogui. Les dernières années et la succession de Sékou Touré. La mort d'Ahmed Sékou Touré en mars 1984 marqua un tournant décisif dans la carrière de Louis Lansana Bivogui. Étant Premier ministre et figure politique de premier plan, Bivogui semblait être l'héritier naturel de Sékou Touré. En tant que président par intérim après le décès de Touré, Bivogui tenta de maintenir la continuité du régime, bien que le contexte politique soit extrêmement tendu. Cependant, le gouvernement guinéen faisait face à une grande insatisfaction populaire et à des divisions internes au sein de l'élite politique et militaire. Le climat d'incertitude qui suivit la mort de Sékou Touré donna lieu à un coup d'État militaire dirigé par le colonel Lansana Conté, le 3 avril 1984. Bivogui, ainsi que de nombreux autres dirigeants du PDG, fut arrêté. Le coup d'État mit fin à près de 3 décennies de règne du Parti démocratique de Guinée et ouvrit une nouvelle ère pour le pays. Bivogui, accusé de malversation et de crimes contre l'État, fut emprisonné et mourut quelques mois plus tard, le 19 août 1984, dans des conditions peu claires. Sa disparition marqua la fin d'une époque pour la Guinée et une transition vers un nouveau chapitre sous la direction militaire. Eri. Edge et Impact. L'héritage de Louis Lansana Bivogui reste complexe. En tant que proche collaborateur d'Ahmed Sékou Touré, il est souvent associé aux aspects répressifs du régime, notamment les purges politiques et la gestion autoritaire du pouvoir. Cependant, il est également reconnu pour ses contributions à la diplomatie guinéenne et africaine, ainsi que pour ses efforts en faveur de la santé publique et du développement social dans un pays confronté à de nombreux défis post-coloniaux. Bivogui a joué un rôle central dans l'établissement de la Guinée comme un pays africain influent dans le mouvement panafricain et sur la scène internationale. Son engagement pour l'indépendance et la souveraineté africaine, ainsi que ses tentatives de développer une politique économique autonome pour la Guinée, lui ont valu un respect certain, même si son association avec le régime de Touré a terni son image aux yeux de certains. En somme, Louis Lansana Bivogui fut un homme d'État pragmatique, qui tenta de naviguer entre les ambitions panafricaines et la réalité souvent difficile de gouverner un pays nouvellement indépendant. Sa vie et sa carrière illustrent les espoirs et les défis de l'Afrique post-coloniale, et son parcours reste une partie essentielle de l'histoire politique guinéenne. Conclusion. Louis Lansana Bivogui, à travers sa carrière de médecin, de diplomate et de chef de gouvernement, incarne un chapitre crucial de l'histoire de la Guinée. De la lutte pour l'indépendance à la gestion des affaires d'État dans un contexte difficile, son rôle fut déterminant dans la trajectoire de son pays. Bien que sa vie se soit achevée dans des circonstances tragiques, il demeure une figure incontournable de la politique guinéenne et africaine,
dont l'héritage continue d'influencer la perception de cette période historique. Diarra Traoré était une figure clé de la politique guinéenne, dont le nom évoque à la fois les luttes complexes du pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et la quête de stabilité dans une nation marquée par une histoire de coups d'État et de régimes autoritaires. Né en 1935 à Macenta, une région située dans le sud de la Guinée, il est devenu l'un des personnages centraux de la scène politique du pays durant les années 1980 et 1990. Son ascension au sein de la hiérarchie militaire et politique, ainsi que son rôle dans le coup d'État manqué de 1985, marquent des moments cruciaux de son parcours. Origine et contexte politique. 1. La Guinée sous Sékou Touré. Avant de plonger dans le parcours de Diarra Traoré, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel il a évolué. Après l'indépendance en 1958, sous la présidence d'Ahmed Sékou Touré, la Guinée devient un État à parti unique, où le Parti démocratique de Guinée, PDG, dominait le paysage politique. Sékou Touré, un leader charismatique, conduisit la Guinée vers une indépendance radicale, rompant avec l'influence coloniale française, mais son règne fut également marqué par une répression sévère contre toute opposition, réelle ou supposée. Les institutions militaires furent un pilier central du régime, et c'est dans ce cadre que Diarra Traoré fit son entrée en politique. 2. L'armée guinéenne, un pilier du régime. Diarra Traoré rejoint les forces armées guinéennes dans les années 1960, un choix de carrière prometteur pour ceux qui voulaient gravir les échelons du pouvoir. L'armée, sous Sékou Touré, jouait un rôle crucial dans la sécurité de l'État, mais elle n'était pas à l'abri des luttes de pouvoir internes. La loyauté au régime et à son leader suprême était essentielle à la survie politique. Diarra, militaire discipliné et respecté, gravit les échelons en se positionnant comme un fidèle serviteur du régime. 2. L'ère post-Sékou Touré et la montée de Traoré. 1. Le coup d'État de 1984 et le Comité militaire de redressement national, CMRN. La mort de Sékou Touré en 1984 fut un tournant décisif dans l'histoire de la Guinée. Après 26 ans de règne sans partage, son décès ouvrit la porte à une lutte intense pour le contrôle du pays. Le vide de pouvoir laissé par sa disparition créa un climat propice à une intervention militaire. C'est dans ce contexte que le colonel Lansana Conté, avec le soutien de plusieurs officiers, y compris Diarra Traoré, prit le pouvoir par un coup d'État. Le Comité militaire de redressement national, CMRN, fut alors instauré pour diriger le pays. Diarra Traoré, en tant que membre influ de cette junte, joua un rôle essentiel dans les premiers jours du nouveau régime. 2. Diarra Traoré, Premier ministre, 1984 à 1985. Diarra Traoré fut nommé Premier ministre de Guinée en 1984, une position clé dans le gouvernement militaire de transition. En tant que Premier ministre, il se trouva à la tête d'un État en pleine reconstruction après des décennies de répression et de stagnation économique. La transition devait équilibrer les besoins urgents de réforme avec le maintien de la stabilité dans un environnement où les divisions politiques et militaires étaient profondes. Cependant, les tensions au sein de la junte commencèrent à émerger. Diarra Traoré et Lansana Conté, bien qu'alliés lors du coup d'État initial, entrèrent rapidement en conflit sur la direction du pays et la gestion du pouvoir. Ce conflit latent entre eux posait les bases de l'un des événements les plus dramatiques de la carrière de Diarra Traoré. 3. Le coup d'État manqué de 1985. 1. Les causes du coup d'État. Le 4 juillet 1985, Diarra Traoré tenta un coup d'État contre Lansana Conté, son ancien allié. Plusieurs facteurs expliquent cette tentative. D'abord, les tensions entre les différents clans de l'armée, exacerbées par les rivalités ethniques, jouèrent un rôle majeur. Traoré, originaire de la région forestière de Macenta, était perçu par certains comme un outsider par rapport à Lansana Conté, qui venait de la région côtière et qui bénéficiait du soutien des groupes dominants de la Guinée. Ensuite, Diarra Traoré estimait que Lansana Conté n'allait pas assez loin dans les réformes politiques et économiques nécessaires à la relance du pays. Enfin, il y avait une lutte personnelle pour le pouvoir. Après avoir été démis de ses fonctions de Premier ministre en décembre 1984, Traoré nourrissait un ressentiment envers Conté et cherchait à restaurer son influence. 2. La tentative de renversement. Le coup d'État fut lancé avec l'appui d'une faction de l'armée, mais il échoua rapidement. Lansana Conté, qui était absent de Conakry lors de la tentative, revint rapidement et parvint à reprendre le contrôle de la situation avec le soutien de troupes loyales. Les forces de Diarra Traoré furent rapidement neutralisées, et ce dernier fut capturé. 3. L'échec et les conséquences. L'échec du coup d'État fut fatal pour Diarra Traoré. Accusé de trahison,
il fut exécuté peu de temps après avec d'autres conspirateurs. La tentative de putsch eut des répercussions profondes sur la politique guinéenne. Lansana Conté, désormais conforté au pouvoir, renforça sa position et intensifia la répression contre ses opposants, consolidant ainsi son régime, qui allait perdurer jusqu'à sa mort en 2008. 4. L'héritage de Diarra Traoré. 1. Une figure tragique du jeu politique guinéen. Diarra Traoré reste une figure complexe de la politique guinéenne. Militaire discipliné et engagé, il gravit les échelons du pouvoir à une époque où la loyauté et l'intrigue étaient les clés de la survie politique. Cependant, son ambition et son incapacité à naviguer les alliances instables au sein de la junte lui coûtèrent cher. Son coup d'État manqué contre Lansana Conté est un exemple classique des luttes internes qui déchirent souvent les régimes militaires post-coloniaux en Afrique. 2. Le rôle des rivalités ethniques. Le cas de Diarra Traoré met en lumière la question des rivalités ethniques en Guinée, un pays où les divisions entre groupes ethniques, notamment entre les Malinké, les Soussous et les Peuls, ont souvent été manipulées par les élites politiques pour maintenir ou contester le pouvoir. Traoré, bien qu'il n'ait jamais cherché explicitement à faire de sa propre identité ethnique un outil politique, se trouvait pris dans un jeu où ces divisions étaient exacerbées. Sa région d'origine, la Guinée forestière, n'a jamais eu la même influence politique que d'autres régions du pays, et cela a probablement contribué à son isolement au sein de la junte après la mort de Sékou Touré. 3. L'héritage politique de Diarra Traoré. Bien que Diarra Traoré n'ait jamais réussi à prendre le pouvoir, son nom reste associé à une époque charnière de l'histoire guinéenne. Son coup d'État manqué contre Lansana Conté a renforcé la mainmise de ce dernier sur le pays, mais il a également montré la fragilité des régimes militaires et la difficulté de maintenir un consensus au sein des forces armées dans un pays profondément divisé. Diarra Traoré est également un symbole des nombreux officiers militaires africains qui, au lendemain de la décolonisation, ont tenté d'intervenir directement dans la politique de leur pays, avec des résultats souvent tragiques. Comme de nombreux autres, son ascension au pouvoir s'est faite à travers l'armée, et sa chute a révélé les limites de cette stratégie dans un contexte où les divisions internes et les loyautés fluctuantes rendaient le contrôle du pouvoir extrêmement précaire. Conclusion. Diarra Traoré est une figure complexe, représentant à la fois l'espoir et les désillusions de la Guinée post-indépendance. Son parcours, de soldat loyal à conspirateur exécuté, est un rappel poignant des luttes de pouvoir qui ont façonné l'histoire du pays. Traoré, comme d'autres figures militaires de son époque, a tenté de s'imposer dans un environnement où la politique et l'armée étaient inextricablement liées, mais son échec souligne la volatilité du pouvoir dans les régimes post-coloniaux d'Afrique. L'histoire de Diarra Traoré sert également de leçon sur les défis du leadership en Guinée, un pays qui continue, des décennies après son indépendance, à chercher un équilibre entre stabilité politique, développement économique et réconciliation des divisions ethniques et régionales. La Guinée d'aujourd'hui, avec ses propres défis contemporains, porte encore les marques des événements qui se sont déroulés sous l'ombre de figures comme Diarra Traoré. Sidya Touré est une figure emblématique de la politique guinéenne, un homme dont la carrière a traversé plusieurs décennies, marquée par un engagement constant pour l'évolution politique et économique de son pays. Sa trajectoire, jalonnée de défis et d'obstacles, en fait un personnage central de l'histoire contemporaine de la Guinée. Touré a non seulement été Premier ministre de la Guinée mais aussi un acteur clé de l'opposition politique, cherchant à réformer les structures du pouvoir et à promouvoir une gouvernance plus inclusive. Pour comprendre pleinement son parcours, il est essentiel de replacer son histoire dans le contexte plus large des dynamiques politiques de la Guinée post-indépendance. 1. Les débuts de Sidya Touré, une formation d'envergure internationale. Sidya Touré est né le 19 novembre 1945 à Boffa, une petite ville située dans l'ouest de la Guinée. Fils d'une famille modeste, il a néanmoins rapidement montré un goût pour les études et un esprit curieux. Après des études primaires et secondaires en Guinée, Touré a poursuivi sa formation à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire et en France, où il s'est spécialisé dans l'économie. Ce parcours international l'a doté d'une perspective plus large sur les questions économiques et politiques, ainsi qu'une maîtrise des rouages de l'administration publique et des stratégies de développement, des compétences qui lui serviront tout au long de sa carrière. Pendant son séjour en France, Touré a étudié à l'École nationale d'administration, ENA, une institution qui a formé de nombreux cadres africains post-coloniaux. Cet établissement prestigieux lui a permis de se familiariser avec les arcanes du pouvoir administratif et politique. De retour en Afrique, il a commencé à bâtir une carrière prometteuse en occupant divers postes dans l'administration ivoirienne sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. 2. L'ascension politique, Sidya Touré, Premier ministre de la Guinée.
Sidya Touré a fait son entrée sur la scène politique guinéenne au début des années 1990, une période marquée par de profonds bouleversements politiques dans de nombreux pays africains. C'est en 1996 qu'il est nommé Premier ministre de Guinée par le président Lansana Conté, un poste qu'il occupera jusqu'en 1999. À l'époque, la Guinée faisait face à une instabilité économique chronique. Touré a entrepris de mettre en place des réformes ambitieuses visant à stabiliser l'économie et à encourager la croissance. Parmi ses priorités, on retrouve la restructuration du secteur public, la réduction de la dette extérieure et l'encouragement des investissements étrangers. Durant cette période, il a également tenté de moderniser l'administration et de promouvoir une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Cependant, son mandat a été marqué par des tensions politiques, notamment avec des membres influents du régime de Lansana Conté, mécontents des réformes économiques et des coupes budgétaires qu'il préconisait. Ces tensions, couplées à des désaccords politiques plus larges, ont conduit à son limogeage en 1999. 3. L'opposition et la fondation de l'Union des forces républicaines, UFR. Après son départ forcé du gouvernement, Sidya Touré ne s'est pas retiré de la scène politique. En 2000, il fonde l'Union des forces républicaines, UFR, un parti politique qu'il a conçu comme une alternative aux formations politiques traditionnelles guinéennes. L'UFR se positionne comme un parti centriste, prônant la démocratie, la transparence et le développement économique. Touré devient dès lors l'un des principaux opposants au régime de Lansana Conté, et plus tard, à celui d'Alpha Condé. Ses critiques se concentrent sur la mauvaise gestion des ressources du pays, la corruption endémique, et l'autoritarisme des dirigeants successifs. Il milite également pour une révision du système électoral qu'il juge biaisé en faveur des pouvoirs en place. Malgré plusieurs tentatives pour accéder à la présidence notamment lors des élections présidentielles de 2010 et de 2015, Sidya Touré n'a jamais réussi à remporter la magistrature suprême. Cependant, son rôle dans l'opposition a renforcé son image d'homme d'État sérieux et déterminé à réformer le pays. 4. Le rôle de Sidya Touré sous le régime d'Alpha Condé. L'élection d'Alpha Condé à la présidence de la Guinée en 2010 marque une nouvelle étape dans la carrière politique de Sidya Touré. S'il continue d'exercer un rôle d'opposant pendant la majeure partie du premier mandat de Condé, Touré accepte en 2015 de rejoindre le camp présidentiel en tant que haut représentant du chef de l'État. Cette décision a suscité des réactions contrastées au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Pour certains, ce choix était stratégique, permettant à Touré d'influencer la politique gouvernementale de l'intérieur et de favoriser la mise en œuvre des réformes qu'il prônait depuis des années. Pour d'autres, il s'agissait d'une capitulation face au pouvoir, une décision motivée par des considérations personnelles plus que par l'intérêt national. Quoi qu'il en soit, cette collaboration entre Touré et Condé n'a pas duré. En 2018, Sidya Touré démissionne de son poste de haut représentant, affirmant que ses idées n'étaient pas prises en compte et que les promesses de réforme restaient lettre morte. 5. Sidya Touré et les défis de la transition démocratique. La carrière politique de Sidya Touré a été marquée par une constante, son engagement pour la démocratie et la bonne gouvernance en Guinée. Ce combat l'a souvent placé en confrontation avec les régimes successifs, qu'il considérait comme autoritaires ou corrompus. Il a également été un acteur clé dans les différents dialogues politiques qui ont marqué la transition démocratique en Guinée. Après le décès de Lansana Conté en 2008, la Guinée a traversé une période de grande instabilité avec la prise du pouvoir par une junte militaire dirigée par Moussa Dadi Camara. Sidya Touré, avec d'autres figures politiques, a joué un rôle crucial dans les négociations qui ont conduit à la tenue des élections démocratiques de 2010. En 2020, lors de la tentative d'Alpha Condé de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, Sidya Touré s'est de nouveau érigé en défenseur de la légalité constitutionnelle, s'opposant fermement à ce qu'il considérait comme une dérive autoritaire. Il a rejoint la plateforme d'opposition, le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, qui a mené des manifestations massives contre le changement constitutionnel. 6. Le poids de Sidya Touré dans la politique guinéenne contemporaine. Si Sidya Touré n'a jamais réussi à devenir président de la Guinée, il n'en reste pas moins une figure politique incontournable. Son parcours témoigne de la complexité du paysage politique guinéen, où les alliances et les oppositions peuvent se former et se défaire rapidement. Touré a su naviguer dans ces eaux troubles avec un certain pragmatisme, s'adaptant aux réalités du moment tout en conservant ses principes. Il a souvent été perçu comme une alternative crédible au pouvoir en place, capable d'apporter un changement profond à la gouvernance du pays. Sa formation économique et son expérience internationale ont contribué à faire de lui un acteur respecté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée.
7. Conclusion. Sidya Touré demeure l'un des personnages centraux de la politique guinéenne. Son engagement de longue date pour la réforme économique et politique, sa lutte contre la corruption, et son plaidoyer en faveur de la démocratie font de lui une figure respectée, même parmi ses détracteurs. Alors que la Guinée continue de faire face à des défis politiques et économiques, le rôle de Sidya Touré, tant en tant qu'opposant qu'en tant qu'homme d'État, reste pertinent dans la recherche d'une voie vers une gouvernance plus stable et plus inclusive. Son parcours incarne à la fois les promesses et les difficultés de la transition démocratique en Guinée. Il symbolise une aspiration à un avenir meilleur pour le pays, un avenir fondé sur des principes de justice, de transparence et de développement durable.